quand moi je leur disais pourquoi vous vous êtes inscrits, et ben les gens ils me disaient pour la communauté, sauf que nulle part on avait mentionné qu'on avait créé une communauté. Bonjour à toutes et à tous, je suis Eddy, comme d'habitude, et vous écoutez un nouvel épisode du Brand Podcast. Comme à mon habitude, je suis toujours très heureux de vous retrouver avec des invités toujours plus impressionnants les uns que les autres. Et on va commencer par rappeler la mission du podcast pour toutes les personnes qui nous découvriraient grâce à cette émission. Le Brand Podcast est une émission qui a pour objectif de vous aider à créer les marques fortes de demain, les marques qui sont adaptées au code du digital. Sans plus tarder, je vais commencer par laisser mon invité se présenter. C'est à toi, Jordan. Salut tout le monde, merci beaucoup pour l'invitation. Eh bien moi je suis Jordan, je suis le CMO d'une société qui s'appelle Germinal. Et donc chez Germinal, on aide les entrepreneurs à dépasser leur premier million d'euros de chiffre d'affaires via une activité de formation et d'accompagnement, voilà, avec une offre qui s'appelle l'antichambre. Ok, super intéressant. Au programme aujourd'hui avec Jordan, on va parler de trois choses. On va parler de stratégie de marque, ensuite on va parler de développement de marque et on va finir, comme à notre habitude depuis ces deux derniers épisodes, avec un Fast and Curious version brand. Sans plus attendre, on va commencer par la petite introduction. Vous avez fait un flip qui est assez important en passant du coup d'une agence à un SaaS, donc un Software as a Service, comme on dit en anglais. Pour tous ceux qui ne savent pas, c'est un peu quand vous utilisez Google Docs, c'est un logiciel qui est en ligne, quoi. Et c'est quelque chose de plutôt important pour plusieurs raisons, parce que ça veut dire que vous avez complètement chamboulé la perception des clients de votre boîte par rapport à ce que c'était avant et ce que c'est maintenant, et que aussi vous devez reconstruire une marque à part entière aussi pour l'antichambre qui va amener mes questions par la suite. Mais avant tout ça, on va rappeler à nos auditeurs de quoi est composée une stratégie de marque, puisque c'est un terme qui va revenir assez fréquemment dans l'épisode. Une stratégie de marque est composée de plusieurs éléments qui sont l'histoire, les compétences, la mission, l'orientation marché, l'échelle, l'organisation, la réputation ou encore la stabilité. Voilà. Par rapport à Germinal, en 2 ans, vous avez quand même obtenu une reconnaissance marché qui est assez importante avec pas mal de logos comme L'Oréal, LVMH, etc. Et j'aimerais donc savoir, en termes de marque, quand on pense Germinal, l'agence, donc tout le travail que vous avez fait durant ces 2 ans, et Germinal, la boîte tech, quels sont les éléments de perception que tu aimerais que les gens changent quand ils pensent à l'agence par rapport à quand ils pensent à la boîte tech? Parce que vous avez quand même construit quelque chose qui est assez super important. intéressante comme question. En fait, déjà, petit disclaimer, c'est des sujets pour nous qui sont vraiment hyper actuels. Et là, tu vois, il y a des questions que tu es en train de me poser, c'est super intéressant parce que c'est des questions qu'on est en train de se poser. Ok, super. On est dans le tempo. Voilà, donc on est vraiment pile poil vraiment dans dans le tempo comme tu dis, donc c'est très intéressant. En gros, donc pour reprendre ta question, qui est la perception, en gros, qu'est-ce que j'aimerais qu'il change. En fait, il y a un truc qui est particulièrement important, c'est chez nous là, c'est la façon dont on a modifié notre audience et notre mission. En fait, c'est-à-dire que au préalable, sur la partie agence, nous, d'un point de vue perception de marque, on voulait vraiment être vu comme une équipe de brutes qui exécutent hyper vite, qui sont capables de sortir des sentiers battus et qui sont capables d'accomplir en 1 mois ce que ton équipe en interne elle ferait normalement en 6 mois. Tu vois, donc il y a vraiment cette approche-là. Là, avec le changement à l'antichambre, vu que on veut donner le pouvoir aux gens de faire ce que nous on était capable de faire en interne, on est beaucoup plus dans de l'accompagnement, etc. En fait, il faut qu'on reste un petit peu sur cet aspect, on est des brutes, etc., mais il faut surtout qu'on arrive à transmettre le fait que tu vas le devenir. Et tu vois, on est plus du tout, tu vois, le feeling, c'est plus du tout le même. Il faut beaucoup plus qu'on te mette en confiance sur le fait que tu es capable de le faire. Ok, d'accord. Là où avant, on était dans un truc où on essayait de te prouver que on est capable de le faire. Là, on essaye de te dire que tu es capable de le faire. Et en fait, il y a aussi un changement, c'est que avant, on s'adressait plutôt à des équipes marketing, des choses comme ça. Là, aujourd'hui, on va plutôt s'adresser à des entrepreneurs. Et du coup, forcément, les douleurs qu'ont les équipes marketing et les entrepreneurs sont pas forcément les mêmes. Donc là aussi, tu vois, d'un point de vue message, il y a un recalibrage à faire, etc., quoi. Ok, super intéressant.
Du coup, je voulais revenir aussi à la genèse du produit. Comme vous, à la base, vous étiez quand même pas mal des spécialistes de l'acquisition. Pour toutes les personnes qui nous écoutent, vous avez lancé l'antichambre et vous avez fait ce pivot. Et aujourd'hui, c'est quand même un pivot qui est assez bien réussi, puisque si on essaye de vous contacter pour une mission de conseil ou quoi depuis votre site, c'est même plus disponible. Donc ça veut dire que maintenant, vous êtes vraiment full dans le projet. Et j'aimerais bien savoir un petit peu plus, pour toi, c'est quoi les canaux d'acquisition les plus performants quand on doit lancer un produit comme l'antichambre, mais quand on a un petit budget? Au tout début, quand vous devez bootstrapper vos premiers clients, comment est-ce que vous vous y êtes pris, ce genre de choses? Le choix qu'on a fait au tout début, ça a été de tester. En fait, on voulait tester un peu en sous-marin. Parce que en fait, si tu commences à lancer des énormes communications sur le sujet, sur le fait que tu fais un pivot, etc., sans avoir fait de test au préalable et sans avoir vu que le marché, effectivement, c'est quelque chose qui pouvait l'intéresser, en fait, si jamais c'est un flop, ça démoralise un peu toute l'équipe. Donc en fait, au début, on a un peu testé à toute petite échelle en mode sous-marin, et en fait, ce qu'on avait fait, c'est qu'on avait fait de la publicité sur Facebook. En fait, il s'avère que, tu vois, tu dis, quand on n'a pas beaucoup de budget, etc., quand on est en B2B, naturellement, on se dit, si je dois me mettre sur un canal, si je dois faire des pubs quelque part, c'est sur LinkedIn. Mais en fait, je vais pas trop rentrer dans les détails techniques, mais en fait, aujourd'hui, il vaut mieux privilégier Facebook, et c'est notamment dû au fait que le coût de Facebook est moins cher, les algorithmes deviennent de plus en plus puissants, et donc, même en ayant moins de puissance en termes de targeting par rapport à un LinkedIn, en fait, on va quand même retomber sur nos pattes à la fin. Donc voilà, avec un petit budget, nous, on avait décidé de faire ça avec Facebook. Si jamais vous n'avez pas d'audience comme nous, LinkedIn ou autre, il y a aussi 2 canaux gratos, je vais en donner 3 qui sont gratos et qui sont vraiment à utiliser pour moi quand on lance un produit comme ça. Le premier, c'est l'email. Donc, contacter les gens. Et quand je dis email, c'est pas forcément que adresse email, ça peut être aussi du message sur LinkedIn. C'est globalement du message adressé en one-to-one à quelqu'un. Donc, faire du message sur LinkedIn auprès de notre cible potentielle, envoyer des emails, etc. pour essayer aussi d'avoir du feedback. Le deuxième, c'est les groupes Facebook. Aujourd'hui, il y a des groupes Facebook comme, je sais pas, French Startup, etc. Il y a beaucoup d'entreprises à l'intérieur, et donc même pour faire du B2B, être dans des groupes Facebook, ça peut être intéressant. Surtout que les groupes Facebook, il y a pas mal d'entraide, etc. Donc c'est un bon moyen de récupérer du feedback. Ok. C'est assez étonnant, parce que les groupes Facebook, on peut y penser pour des plus petits business en B2C assez rapides à lancer, mais en B2B, je m'y attendais pas trop. Ouais, tu vois, et de la même façon, même un groupe Slack, une communauté Slack, un truc comme ça. En fait, au tout début, alors c'est pas ça qui va t'amener sur la lune, hein, mais tu vois, au début, pour commencer à avoir du premier feedback sur sa proposition de valeur, des premiers users, etc., je trouve que c'est vraiment pas mal. Et puis, le dernier canal qui est un peu une évidence, surtout pour les personnes qui connaissent Germinal, c'est LinkedIn. Poster des trucs sur LinkedIn, quoi. Je veux dire, c'est un gratos qui vous apporte, sur lequel il y a un potentiel incroyable, donc voilà. Bon, en tout cas, merci du coup pour ta réponse, sachant qu'effectivement, l'influence particulièrement sur LinkedIn, c'est quand même un canal que vous avez beaucoup utilisé avec l'agence, mais bon, c'est vrai que pour des gens qui débutent, c'est pas nécessairement le plus rapide, entre guillemets. C'est pas le plus rapide, ça nécessite effectivement c'est un peu comme quand on est en B2C et qu'on se dit je vais devenir influenceur Instagram. On se doute bien que c'est pas du jour au lendemain qu'on va le devenir. Ça demande beaucoup de travail, mais c'est de l'investissement qui est hyper rentable. Tu sais, c'est un peu comme investir dans le SEO en fait. Tu te dis c'est un truc qui peut prendre du temps, mais si jamais ta stratégie elle est bien foutue, derrière ça déroule tout seul. Là c'est un peu la même chose en fait avec LinkedIn. Si jamais tu t'es construit une audience, etc., du coup, derrière, le moindre post que tu fais, t'atteins beaucoup de monde, t'as possibilité de faire passer un message. Effectivement, c'est de l'influence, quoi. Ok, ça marche. Du coup, ça mène bien à ma deuxième question. On a déjà parlé pas mal de stratégie de marque sur le podcast, mais on n'est jamais vraiment entré dans les détails en termes d'outils. Et comme vous, je sais que généralement, vous avez une stack, vous aviez plutôt une stack sur l'agence qui était quand même assez considérable. Est-ce que tu pourrais nous donner 2-3 outils, que ce soit des SaaS ou des logiciels, avec lesquels vous bossez avec Germinal pour bosser plus sur votre marque, ce genre de choses? Je vais donner des outils, mais en fait, travailler sa marque, il faut bien avoir en tête tout de même que c'est pas une affaire d'outils. C'est-à-dire que l'outil, c'est vraiment ce
qui va te permettre d'exécuter les éléments sur lesquels tu as réfléchi avant. Et nous, on travaille beaucoup sur le ton, on travaille beaucoup sur la mission, sur le vocabulaire qu'on utilise. Bon, ça rejoint un peu le ton, mais on a pas mal travaillé aussi sur les couleurs, le positionnement, des choses comme ça qui sont vraiment des éléments hyper intrinsèques du branding. Après, si je dois donner des outils, ça va être des outils qui nous permettent de diffuser, on va dire, ces éléments-là qui ont été mis en place. Et donc nous, les outils qu'on utilise le plus, notre outil principal aujourd'hui, c'est Webflow, qui est l'outil qu'on utilise pour faire tout le site web. Ah, c'est vos landings, c'est du Webflow? Ok, super intéressant. Vos landings, c'est du Webflow? Moi, je pensais que c'était enfin, je veux dire, un truc fait maison, quoi. Non, tout est Webflow. Même l'antichambre, c'est du Webflow. Notre SaaS, on a mis du code sur du Webflow. Ok, super intéressant. Ouais. Donc tout est designé sur Webflow. On a Léo qui est le directeur artistique, qui est une brute en intégration web sur Webflow. Donc voilà, vraiment c'est un peu le truc principal Webflow, parce que c'est vraiment la vitrine, en fait. Notre site, c'est vraiment notre vitrine, etc. Après, pour travailler sur d'autres éléments visuels, notamment pour bosser sur des visuels de pub, etc., on bosse pas mal avec Figma. Voilà. Et puis j'ai envie de dire, c'est déjà deux outils vraiment principaux qui nous permettent de faire tous nos visuels, tous les éléments que les gens voient, ils passent forcément par un de ces deux outils. Ok, tu peux juste réexpliquer pour les gens qui ne connaîtraient pas Figma, ça sert à quoi? Parce que Webflow, on a parlé du site. Ouais, alors, oui, donc effectivement, Webflow, c'est un outil pour construire des sites web. Et Figma, c'est entre Canva et Photoshop, on va dire. Donc en gros, c'est un outil de design collaboratif. Et donc c'est vraiment sa puissance, c'est le fait que ce soit collaboratif. Et donc pour les personnes, donc a priori tout le monde connaît Photoshop, ou au moins a entendu parler de Photoshop et sait à peu près à quoi ça sert. C'est un peu un espèce de Photoshop collaboratif. Donc là aussi c'est un SaaS, pour reprendre ce que tu expliquais tout à l'heure, software as a service. Et donc on peut être plusieurs personnes à collaborer sur un même document et donc faire du design, etc. Et donc c'est un super moyen de pouvoir, notamment pour les designers, de prendre du feedback. Moi qui suis pas forcément designer, mais j'ai besoin de modifier un petit truc, du coup c'est hyper facile d'utilisation, je peux faire une petite modif rapidement, ce genre de choses. Ok, super intéressant. Ouais, c'est justement, j'allais te demander pourquoi vous utilisez tel ou tel outil par rapport aux autres, mais du coup tu as bien répondu à cette question en avance. On va passer à la deuxième partie du podcast par rapport au développement de la marque, et on va parler un peu plus, je pense aussi, de l'antichambre, parce que c'est un produit qui est nouveau et il faut du coup trouver un product market fit. On a déjà parlé un peu d'acquisition pour tous les gens. D'ailleurs, on va juste réexpliquer product market fit. Donc c'est le moment où l'offre rencontre la demande pour tous les gens qui ne sauraient pas. Et j'ai remarqué un truc, c'est que récemment, au niveau de vos tarifs, vous avez rajouté une petite option gratuite pour les gens comme moi qui étaient simplement curieux de voir ce qu'il y avait à l'intérieur du produit. Et d'ailleurs, on vous en remercie pour ça. Et du coup, ça mène à mes deux questions. Comment vous avez fait pour structurer votre offre pour qu'elle soit suffisamment attrayante? Parce qu'on sait que le marché de déformation, c'est quand même un marché qui est avec des barrières à l'entrée qui sont très faibles, donc il y a quand même beaucoup de concurrence. Et aussi, deuxième question, j'ai vu que vous avez des intervenants sur vos diverses formations, et du coup, potentiellement, vous pouvez dupliquer le modèle et faire des intervenants pour n'importe quel sujet. Mais est-ce que pour toi, il y a une limite à la légitimité de votre expertise sur ce type de produit? Wow, ok. Alors, la première question, c'était... Comment on fait pour structurer son offre, pour qu'elle soit attrayante, en fait? Ouais, ok. C'est une bonne question, parce que effectivement au début, et donc pour rappeler là au début quand on faisait un peu, quand on était un peu en sous-marin, c'est typiquement les premières questions qu'on se pose. C'est-à-dire, en fait, on va vendre un truc, nous on a notre vision, on a notre idée, mais comment s'assurer que cette vision elle est alignée avec ce dont les gens ils ont besoin. Donc nous, en fait, on a fait plusieurs choses. Déjà la première chose, c'est que tous les premiers inscrits, enfin, quand je dis les premiers inscrits, je crois que les 80 premiers inscrits, donc ça fait quand même pas mal, on les a tous eus au téléphone. On les a tous eus au téléphone et on leur a posé plein de questions sur qui ils sont, pourquoi ils s'inscrivent, qu'est-ce qu'ils ont compris, qu'est-ce qui manque actuellement pour eux,
comment ils imaginent que le produit va évoluer, etc., etc. Et en fait, quand les gens ils s'inscrivent sur quelque chose comme ça, ils ont un peu des attentes, même sur naturellement, on peut se dire en fait le produit il va évoluer de telle façon. Okay. Et souvent, quand on se dit le produit va évoluer de cette façon, c'est qu'on souhaite un peu qu'il évolue de cette façon. Donc, on est venu poser toutes ces questions. Et en fait, ça nous a permis de découvrir plein de choses sur les besoins utilisateurs. Et je vais en donner un qui est vraiment incroyable. En fait, la première version de l'antichambre, on marketait l'antichambre en disant que c'était une base de connaissances. Voilà, c'était vraiment le terme qu'on utilisait, accéder à une base de connaissances en ligne sur le growth, etc., etc. Et en fait, on s'attendait à ce que les gens qui s'inscrivent, ce soit des équipes marketing et des équipes growth comme on avait du côté de l'agence. Et en fait, toutes les premières personnes qui s'étaient inscrites, c'était pas du tout ces gens-là. Il y avait des freelances, il y avait des étudiants, il y avait vraiment pas du tout la cible de l'agence. Donc déjà, on est hyper surpris. Et donc ça nous a permis de nous dire, ok, en fait, le besoin, il n'est pas tout à fait, quand on positionne le curseur, on n'est pas positionné actuellement au bon endroit. Et la deuxième chose, c'est quand moi je leur disais, pourquoi vous vous êtes inscrits, et les gens ils me disaient pour la communauté, sauf que nulle part on avait mentionné qu'on allait créer une communauté. Ok. Et ça c'était un truc de dingue, c'est-à-dire que les gens ils me disaient pour la communauté, et moi au début je disais pas mais la communauté elle est pas prévue, je disais d'accord, même si nulle part on n'avait pas du tout l'idée de créer une communauté au départ. Okay. Et puis quand ça fait 10, 15, 20 personnes qui te disent je viens pour la communauté, tu te dis bon, il faut peut-être la créer cette communauté. Et donc naturellement, en fait, tu vois, le fait de parler avec les gens, etc., ça nous a permis de recalibrer un petit peu notre discours, recalibrer tout ce qu'on a fait, et puis aller un petit peu plus loin en termes d'offres. C'est-à-dire que ça nous a permis de rajouter la communauté, ça nous a permis de créer des nouvelles formations, des nouveaux contenus, etc., etc. Donc hyper intéressant. Et du coup, pour la deuxième question... Yes, et la deuxième question, c'était du coup, vous avez plein d'intervenants plutôt sur la formation. On peut penser par exemple à Guillaume Moubèche, ce genre de choses. Ouais. Et du coup, ça veut dire que potentiellement, vous pourriez décliner le modèle à plein d'intervenants, etc., etc. Mais moi, je voulais savoir un petit peu ton avis par rapport à tout ça. Selon toi, du coup, c'est quoi la limite de la légitimité de votre expertise? Est-ce que demain, on va avoir des formations RH sur le produit, ou est-ce que vraiment vous allez rester dans... voilà, est-ce que tu peux me délimiter un petit peu tout ça? Bien sûr. Alors, tu vois, au début, à ta question, qu'est-ce que tu souhaiterais que les gens... tu vois, la perception, qu'est-ce que tu souhaiterais qui change dans la perception des gens entre le modèle agence et le modèle produit? Là, tu vois, tu es en train de toucher du doigt l'élément principal de la réflexion. C'est-à-dire que nous, du côté agence, on était vus comme des experts du growth. Sauf que demain, encore une fois, nous, notre mission maintenant avec notre produit, c'est d'aider 1 million d'entrepreneurs à dépasser le premier million d'euros de chiffre d'affaires. Et donc, en fait, quand tu commences à raisonner comme ça, quand tu vois le changement de mission qu'on a, et maintenant on est dans une mission hyper concrète, etc., effectivement, naturellement, tu vas parler d'acquisition, tu vas parler de growth, etc., parce que c'est des outils qui te permettent de dépasser le premier million d'euros de chiffre d'affaires. Mais toi, en tant qu'entrepreneur, va y avoir un moment donné où, effectivement, tu vas peut-être avoir des besoins de recrutement, tu vas avoir des besoins de management, tu vas avoir des besoins comme ça. Et nous, on veut aussi pouvoir t'accompagner là-dessus. Alors, c'est pas tout de suite, parce qu'aujourd'hui, notre expertise, elle n'est pas sur ces sujets-là. Mais en tout cas, on travaille de sorte à ce que demain, Germinal puisse aussi être vu comme vraiment le partenaire idéal pour moi en tant qu'entrepreneur, pour me permettre d'avoir une entreprise qui tourne et un succès, etc., etc. Et donc, tu vois, effectivement, le fait d'avoir aujourd'hui, on met des intervenants sur des sujets qui nous semblent vraiment hyper liés, connectés à notre métier de base, qui est le growth. Donc, tu vois, là, sur le démarchage B2B, Guillaume Moubèche, ou alors, on a fait intervenir Michael de Start the Fuck Up pour une formation no-code. Nous, tu vois, on essaye aussi, notre objectif, c'est d'apporter le maximum de valeur à nos clients. Donc, tu vois, typiquement sur les sujets de no-code, nous, on utilise du no-code en interne, mais on sait que Michael et Start the Fuck Up, ils ont plus d'expertise que nous. Donc, on prend un petit peu la chose avec humilité en se disant, bon, nous, de toute façon, notre objectif numéro 1, c'est d'arriver à apporter le maximum de valeur à nos clients. On pense que si on fait appel à cet intervenant, ce sera mieux. Et étant donné que c'est un sujet vraiment chaud pour les gens qui sont en interne, nos clients,
et ben faisons en sorte de sortir une formation rapidement avec quelqu'un qui s'y connaît vraiment. Et peut-être qu'un jour, aujourd'hui, tu vois, je te donne un exemple. Aujourd'hui, on n'est pas très bon en SEO. On a fait il y a une formation SEO qui va bientôt sortir avec un partenaire. Andreas, ouais. Et en fait, tu vois, parce que pareil, c'est un sujet très très chaud. Mais après, sur les sujets RH, etc., qui sont des sujets un petit peu moins chauds, on a notamment Kevin en interne, qui est notre RH, qui travaille au quotidien sur ces sujets. Et on fera en sorte, et là, on est en train de faire en sorte que ce soit le meilleur RH possible pour parler de ce sujet. Et donc, on fait monter les gens en interne pour qu'ils traitent ça. Tu vois ce que je veux dire ? Ok, je vois. Genre, du coup, c'est plus une histoire de... dans un premier temps, on fait toutes les choses qui sont vraiment, vraiment urgentes par rapport à la mission. À nos clients, ouais. Exactement. Et ensuite, après, on étale en fonction des différents besoins. Je suppose qu'aussi, dans la communauté, il doit y avoir des moments d'échange par rapport à ce genre de choses aussi. Ah oui, totalement. Et nous, on sollicite beaucoup la communauté, justement, pour pouvoir être sûr d'avoir des choses qui sont qualitatives pour les gens. Tu vois, c'est comme quand on va sortir une première version de la formation, derrière on va récolter un maximum de feedback de la communauté pour justement en sortir une V2 assez rapidement, parce qu'on sait que quand tu sors ta V1, t'es un peu la tête dans le guidon, tu te dis que ok, c'est génial, etc., etc. Mais en fait, t'as complètement oublié un ou deux points qui sont vraiment très importants pour les gens, et les premiers feedbacks, en fait, tu sais que c'est des trucs assez rapides à corriger. Et donc ça permet d'avoir une V2 qui est produite assez rapidement derrière, tu vois. Donc ça c'est pareil, c'est que des feedbacks de la communauté, donc c'est vraiment génial. Ok, ça marche. Bon bah du coup c'est super parce qu'on va pouvoir passer à la dernière partie du podcast, le Fast and Curious version brand. 3 propositions, tu choisis entre une et une autre le plus rapidement possible. Est-ce que t'es chaud ? Ouais, vas-y. Yes. Produit solide ou équipe solide ? Équipe solide. Équipe solide. Vision ou valeur ? Vision. Pour les RP, plutôt podcast d'expert ou passage à la télé ? Je vais dire podcast. Podcast d'expert. Ok, bon bah du coup c'est cool parce qu'en plus tu vois t'as le podcast Conquête, donc si tu disais passage à la télé ça serait un peu bizarre. Ouais non mais surtout en fait le truc c'est que je me disais, tu vois, je me suis dit bon ça dépend peut-être si je faisais du B2C je te dirais peut-être de la télé. Mais en B2B, pour le podcast, c'est quand même mieux. Ok, ça marche. Bon, bah, pour finir l'épisode, c'est ton moment, Jordan. Quelle est ta question pour moi ? Yes, moi, ce qui m'intéresse de savoir, c'est, pour toi, c'est quoi la marque qui te fait le plus kiffer et pourquoi ? Ah, la marque qui me fait le plus kiffer. Alors là, il y a un combat mental dans mon esprit. Mais je vais quand même dire Nike. Parce que, même si évidemment il y a eu pas mal de controverses, etc., au fur et à mesure des années, comme à peu près de toute façon toutes les marques qui durent très très longtemps, mais c'est une marque qui est assez intéressante, puisque moi j'ai souvenir d'être petit, 6-7 ans, et avoir déjà des premiers contacts avec Nike, de par voilà, des chaussures quand on est au vestiaire et qu'on joue au foot, des balles, la télévision, on regarde à la télé, on voit des gens qui portent du Nike, et en fait j'ai l'impression que c'est une marque qui a toujours été présente dans ma vie. À un moment ou à un autre, je suis pas le plus grand consommateur des produits, mais j'ai toujours eu cette sensation que Nike était directement impliqué dans ma pratique du sport, chose que je fais assez fréquemment. Et du coup, ça a toujours une espèce de petite valeur sentimentale qui fait que même si à la base, j'étais quand même un grand fan de Puma, Nike c'est quand même la marque emblématique. D'ailleurs, un jour, j'espère les avoir l'un de quelqu'un chez eux sur le podcast. Ce serait quand même super intéressant de pouvoir discuter avec ce genre de marque. J'hésitais avec Apple aussi, qui est quand même assez forte, mais j'ai moins de connexion avec Apple puisque j'ai la sensation que j'ai découvert Apple peut-être un peu trop tard, courant de mes 12-13 ans, et du coup ça avait pas le même impact sur moi. J'ai toujours vu ça comme quelque chose d'un peu extérieur, et puis j'ai jamais moi-même eu d'iPhone, donc voilà, c'est ça. Bon bah du coup ça fait un joli mot de la fin. Petit rappel pour toutes les personnes qui nous écoutent toujours après un peu plus de 25 minutes maintenant, vous pouvez toujours liker la vidéo si vous l'écoutez depuis YouTube. Les podcasts sont aussi disponibles gratuitement sur YouTube, voilà, si vous n'avez pas d'abonnement sur les plateformes de streaming. Et si vous nous écoutez depuis Apple Podcast ou toute autre plateforme de streaming, vous pouvez nous laisser 5 étoiles ainsi qu'une petite review pour nous faire monter dans les classements et faire découvrir tout ça à vos amis. Voilà, vous pouvez dire aussi à un de vos potes d'écouter le Brand Podcast. Il y a des experts qui sont super intéressants et vous apprendrez beaucoup de choses. On se dit à lundi prochain à 10h pour un nouvel épisode. Et puis moi, je vous dis à bientôt. À plus.